L'État, adulé par les uns, honni par les autres, tient en France une place particulière. De la bouche des hommes politiques comme de celle des journalistes, nous entendons quotidiennement des expressions telles que État de droit, État démocratique, État totalitaire. Plus récemment, venue de l'État fédéral américain, appelé aussi les États-Unis, se répand la notion d'État profond. Les usages de ce mot sont donc très nombreux. Mais parlons-nous toujours de la même chose? Faut-il l'écrire avec un E accent aigu minuscule ou avec un E accent aigu majuscule? Que signifie cette différence d'écriture? La question cruciale à se poser est la suivante. Au fond, de quoi parlons-nous quand nous prononçons le mot État? Pour répondre à cette question d'apparence anodine, il nous faut examiner les replis de la culture occidentale et remonter à sa couche médiévale, longtemps laissée dans l'ombre. Le présent exposé, intitulé « Éloge de l'État », se propose donc d'ouvrir largement la réflexion sur ce que cache ce mot. Le mot « État » est souvent difficile à traduire dans les langues étrangères, n'appartenant pas à la civilisation occidentale. Il faut alors user de transpositions telles que la puissance, la famille, la maison ou le pays. Pourquoi une telle difficulté de traduction? Parce que l'État est une véritable structure de pensée, une véritable façon de mettre en mots et en images le monde et de mettre en scène l'art de gouverner les hommes. L'État est une invention du Moyen Âge en Europe pour mettre debout, c'est-à-dire littéralement pour instituer la société. D'entrée de jeu, étudions le mot « État ». Il provient du mot latin « status », dérivé du verbe « sto stare », tenir debout. Il en est de même pour le mot « institution », composé sur le même radical « sto ». Dans l'Antiquité, les Romains parlaient du « status rei publicae » pour désigner l'agencement de la res publica, littéralement de la chose publique. Le terme république en français provient de là. Cependant, il faut relever que le status rei publicae n'est nullement assimilable au concept d'État qui n'a été conçu qu'au XIe, XIIIe siècle. Il faut aussi relever que le mot status a été suivi jusqu'au XIXe siècle d'un complément de nom. L'Église, l'Empire ou le Royaume étaient désignés par les expressions status ecclesiae, status imperii, status regni. Sous l'Ancien Régime en France, les assemblées représentatives des classes sociales étaient appelées les États du clergé, de la noblesse et le tiers-État. En résumé, ce mot status désigne ce qui doit politiquement tenir debout. Poursuivons donc notre questionnement. Qu'est-ce qui fait tenir debout l'État? Qu'est-ce qui fait tenir debout la société? Ce qui fait tenir la société en Occident debout, ce qui fait tenir les nations occidentales debout, c'est le droit. Et plus précisément, le droit romain. Il est appelé aussi ius civile Romanorum, que l'on traduit par le droit civil des Romains. Le droit romain antique a été repris et recomposé successivement par l'empereur Justinien à Constantinople au VIe siècle après Jésus-Christ, puis repris par l'Église catholique au XIIe, XIIIe siècle, et enfin par les États naissants
au XVe-XVIe siècle. Le droit romain, soit le corpus iuris civilis, le corps du droit civil, s'est transmis depuis lors, depuis 2 millénaires. Il constitue le socle de notre civilisation. Pour saisir la présence de la couche de droit romain dans les institutions occidentales contemporaines, observons le bâtiment qui abrite la Cour suprême des États-Unis, construit sur le modèle des temples antiques. Le temple de la justice fédérale est à Washington, à proximité du Capitole, le siège du Congrès regroupant le Sénat et la Chambre des représentants. Nous découvrons sur la droite de l'escalier monumental une grande statue masculine en marbre tenant un glaive et un livre ouvert sur lequel est gravé Lex. Cette statue est l'expression, taillée dans la pierre, d'une très célèbre maxime Armis et legibus, empruntée à Justinien. Rome est tombée en 476. Depuis Constantinople, l'empereur romain d'Orient, dans les années 530, souhaite reconquérir la partie occidentale perdue de l'Empire. De quelle façon? Armis et legibus, par les armes et par les lois, proclame-t-il dans la préface de son manuel de droit intitulé Institutiones, manuel qui a servi à former des générations de juristes pendant des siècles. Cet ouvrage antique vient de faire l'objet d'une traduction en français publiée chez Dalloz. Je cite la préface de ce manuel, et je cite donc Justinien, « Pour que l'Empire soit également bien gouverné en temps de paix comme en temps de guerre, la majesté impériale ne doit pas seulement être décorée par les armes, mais armée aussi par les lois. Par les unes, il restera vainqueur des ennemis du dehors. Par les autres, il déjouera les manœuvres de l'iniquité, méritant ainsi à la fois le titre d'ami de la justice et celui de triomphateur. Les armes et le droit sont les piliers sur lesquels l'Empire romain est fondé. Gardons en tête cette maxime pour la suite. Vous avez compris, mon propos vise à vous faire découvrir les profondeurs historiques cachées de l'État et à vous faire saisir que le droit est une culture, un véritable cadre de pensée, indispensable à l'exercice du pouvoir. La connaissance des racines de l'État, qui plonge dans un temps très ancien, est essentielle. Au moment où nous assistons à sa décomposition et à l'impuissance croissante des pouvoirs publics. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de présenter l'architecture de pensée de l'État, architecture invisible, 3 étapes préliminaires sont de nature à dégager l'horizon et à vous indiquer la spécificité de mon approche. Je m'exprime d'abord en tant qu'universitaire, qui a ensuite une longue pratique administrative et enfin très attaché aux mots et aux images. En tout premier lieu, il m'est apparu nécessaire de rappeler l'importance de la formation de la pensée dispensée par les universités dès leur création et dont l'État est le fruit. Je ne suis ni experte, ni militante d'aucune cause. Et c'est en qualité de maître de conférence en droit public de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne que je parle. Je suis en effet fière d'appartenir à l'université, l'une des plus anciennes institutions qui a permis au savoir de se développer et de prospérer.
Les premières écoles et universités sont apparues au Moyen Âge, à Bologne, Paris, puis Oxford, avant d'être exportées dans toute l'Europe, puis dans le monde entier. L'université a eu dès son origine et a toujours vocation à réunir toutes les disciplines pour tenter d'atteindre la vérité. Le mot latin universitas est formé de l'adjectif unus et de l'adverbe versus. Il signifie littéralement orienté vers l'un, l'un étant synonyme de la vérité. Portons notre regard sur l'emblème de la plus vieille université américaine. L'écusson de l'université Harvard est composé d'un bouclier rouge foncé, entouré d'une couronne de laurier. Au centre, il y a 3 livres, ouverts en blanc, chacun avec 4 loquets serrures, totalisant 12 loquets, correspondant au nombre d'écoles qui composent l'université. Les pages des livres contiennent les syllabes du mot latin veritas, traduit en français par vérité. Le mot latin veritas est la traduction du mot grec aletheia, qui signifie ne plus être occulté, ne plus être recouvert. Pour les Grecs, en effet, la vérité est synonyme étymologiquement de dévoilement. La vérité est ainsi un chemin de découverte, conquise de haute lutte par les élèves assemblés autour du maître dans les écoles. Il est impossible de définir la vérité qui dépasse toute parole humaine et dépasse l'humain. Cependant, toute recherche de connaissance et toute transmission suppose une vérité. L'approche de la vérité ne peut se réaliser que par la pluralité des disciplines, toutes orientées vers un même horizon, comme le sont aussi les maîtres et les élèves. Ils ne sont pas dans une relation duale ou de concurrence qui opposerait le sachant aux ignorants. La transmission du savoir est foncièrement ouverture. Elle implique la scène à 3, le maître, l'élève et le savoir idéalisé en partage, à conquérir pour l'élève comme pour l'enseignant, placé dans une relation asymétrique. Le maître est un peu plus proche de la vérité, dans l'attente d'être dépassé par son disciple. La transmission du savoir exige donc une direction. Elle exige aussi du temps. Ce sont des siècles, ce sont des millénaires qu'elle convoque. Je fais mienne la formule du philosophe Alain. Je le cite. « L'enseignement doit être résolument retardataire, non pas rétrograde, tout au contraire. L'enfant a besoin d'avenir. Ce n'est pas le dernier mot de l'homme qu'il faut lui donner, mais plutôt le premier. C'est ce que font merveilleusement les anciens auteurs. » Le temps, ainsi que la méthode d'apprentissage enseignée à l'université médiévale, appelée méthode scolastique, sont essentiels à la formation de l'esprit critique, loin du bourrage de crâne et des réponses toutes faites. À l'heure où les connaissances semblent réduites à des savoirs techniques, segmentés, accumulés sur le modèle de produits fournis par la bien mal nommée intelligence artificielle, un rappel de la méthode scolastique s'impose. Élaborée par nos lointains prédécesseurs, cette méthode offre un nouveau souffle de pensée. Formée de méta signifiant en grec vers
et odos signifiant chemin, la méthode est littéralement chemin vers la vérité. La méthode scolastique comprend ainsi deux exercices majeurs. Le premier, la lecture, lectura, qui est clairement figuré par le livre ouvert sur l'emblème de la Sorbonne. Le second exercice est la disputatio, la discussion ou le débat, est au cœur de la recherche humaine. Cette disputatio repose sur un questionnement suivi d'une argumentation contradictoire, c'est-à-dire par échange du pro et du contra, du pour et du contre. La disputatio préfigure le procès judiciaire au cours duquel les deux parties débattent par échange d'arguments contraires avant que le juge décide, c'est-à-dire littéralement qu'il tranche le litige. Elle préfigure aussi l'émergence des sciences dites modernes, procédant de débats contradictoires. Cette méthode critique, faite de lecture, de questionnement et d'argumentation croisée, est au cœur de la démarche universitaire. Elle m'a été transmise par deux éminents professeurs de la Sorbonne qui ont fortement marqué ma formation de juriste. Le premier est Georges Dupuis, mon directeur de thèse, professeur de droit administratif et ancien directeur des études de l'École nationale d'administration. Le second est Pierre Legendre, professeur d'histoire du droit, devenu l'un des plus grands penseurs contemporains, initiateur d'un nouveau champ d'études, l'anthropologie dogmatique. C'est dans leurs traces que je m'exprime ce jour. Mais je ne suis pas seulement universitaire. En deuxième lieu, je souhaitais mentionner ma longue expérience administrative au service de l'État, expérience nourrie en préfecture et au ministère chargé de la recherche, qui m'a fait saisir et comprendre de l'intérieur l'exercice du pouvoir. J'y ai découvert non seulement la place de l'écriture juridique, mais aussi l'importance des formes d'écriture déposées sur un temps très long. J'ai réalisé que le travail des institutions n'est pas un temps chronologique qui passe, mais un temps long, sédimenté, fait de couches accumulées depuis des siècles et toujours là présente sous nos pas. En troisième et dernier lieu, vous avez pu relever l'attention que j'accorde aux mots. Un célèbre adage ne dit-il pas « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole ». Bien penser exige de choisir et saisir ces mots dans leur profondeur étymologique. Bien penser exige aussi de porter son regard sur des images qui, bien choisies, remplacent aisément de grands commentaires. Revenons maintenant à l'étude de l'État, en examinant, dans un premier temps, ses origines romano-canoniques et, dans un second temps, son autonomie juridique conquise progressivement en qualité d'État monarque. Venons-en aux origines romano-canoniques de l'État. La présentation classique et synthétique de l'État est souvent empruntée à l'économiste et sociologue allemand du XIXe siècle, Max Weber. Je cite : « L'État est une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, revendique avec succès, pour son propre compte, le monopole de la violence physique légitime. »
Cette définition descriptive n'est pas fausse, mais reste très insuffisante. Elle ne dit pas le fond des choses humaines. Elle ne dit pas ce qui assure foncièrement la vie paisible et la reproduction d'une société. Aussi, pour saisir pleinement l'originalité, mais aussi la fragilité de l'État en tant que structure de pensée qui n'a qu'un millénaire, nous devons remonter à la réforme du pape Grégoire VII et ses suites vers les siècles XIe et XIIIe siècles. Il s'agit, pour reprendre l'expression de Pierre Legendre, de la révolution médiévale de l'interprète marquée par la scolastique romano-canonique. Le pape et ses légistes, autrement dit ses juristes, opèrent une rupture avec l'ordre féodal afin d'asseoir son autorité et de se protéger des ingérences externes des empereurs, des rois ou des seigneurs féodaux. Comment ? Deux éléments déterminants l'expliquent. Tout d'abord, l'élaboration d'un texte juridique majeur pour l'Occident que Pierre Legendre appelle le monument romano-canonique. Puis, l'émergence du pape en tant qu'interprète souverain de ce texte. Examinons tout d'abord le monument romano-canonique. L'existence d'un texte juridique capital, le Decretum Gratiani ou décret de Gratien, appelé du nom de son rédacteur, le moine Gratien de Bologne. Ce texte constitua l'ossature du droit de l'Église sur près de 8 siècles, entre les années 1140 et 1917, date de la codification du droit canonique. Ce décret comprend un ensemble volumineux de règles empruntées aux Saintes Écritures et aux écrits des pères de l'Église de caractère théologique. Il comprend aussi des règles extraites du Corpus Iuris Civilis de Justinien, règles reprises et recomposées au XIIe siècle. Le décret de Gratien a donné naissance au premier système juridique occidental, le droit canonique catholique romain. Pendant des siècles, les juristes ont été formés au raisonnement par deux corps de textes, le droit civil des Romains, emprunté à Byzance, et le droit canonique élaboré par l'Église. Qui est chargé d'interpréter le décret, ce monument romano-canonique? C'est le pape qui occupe la place éminente d'interprète souverain du droit. La papauté s'installe à Rome, dans les meubles de l'Empire romain. Elle se constitue dans la reprise et par imitation de l'Empire romain. Il est dit dès cette époque du pape que seul il peut user des insignes impériaux. Son nom, Pontifex Maximus, est unique dans le monde. Les canonistes médiévaux à Bologne entreprirent l'étude du droit romain et transférèrent de l'empereur romain au pontife la maxime suivante: Omnia iura habet in scrigno pectoris sui. Je traduis: il a tous les droits dans l'archive de sa poitrine. Le pape est placé comme instance théocratique en tant que juge et surtout en tant que juge souverain. Le pape n'est pas en position de despote mais d'interprète du droit,
dans les cadres fixés par la loi. Il est en position de juge. Je rappelle que le mot juge est composé de ius, droit, et dicere, montré par la parole. Le juge est celui qui proclame le droit, celui qui l'interprète. Le pape dispose donc d'un pouvoir gouvernant l'interprétation et de la Bible chrétienne et des textes juridiques transplantés dans l'Église. Il répond à des questions qui lui sont posées directement ou vient trancher des litiges qui lui sont transmis par les juges inférieurs. Souverain, il est placé au sommet d'une hiérarchie de tribunaux ecclésiastiques chapeautés par la curie pontificale. Il dispose de ce que les juristes appellent le droit du dernier mot. Il tranche définitivement les litiges portés à sa connaissance. Il tire cette compétence de sa position de vice-Christ, vicaire du Christ, le vicarius étant chargé de gérer les affaires de son maître. En résumé, le Pontifex Maximus, le souverain pontife, a autorité sans appel à l'intérieur de l'Église latine dans sa totalité. Est ici posée l'essence profonde de la souveraineté, ce privilège revendiqué par le pape et plus tard par le pouvoir royal et le pouvoir étatique. Est souverain celui qui peut juger quiconque, mais ne peut être jugé par aucun. Comment comprendre le rôle et la place des cours suprêmes actuelles en Occident sans connaître au préalable le montage juridique faisant du pape l'interprète souverain à la tête de la juridiction pontificale dotée du droit du dernier mot? Le monde moderne commence au XIIe-XIIIe siècle avec ce qu'on appelle la révolution scolastique. La connaissance du droit canonique et du droit civil s'est répandue au sein des universités, et cela grâce à la méthode nouvelle d'interprétation, lecture, questions et débats, rappelés en préliminaire. Se monte ainsi toute une nouvelle architecture du pouvoir ecclésiastique dominée par l'autorité supérieure centralisée, le pape, à l'écart des autorités séculières. Cela rompt avec la pratique antérieure. Jusqu'alors, le choix des papes, des évêques, des abbés et autres titulaires d'offices ecclésiastiques avait été dominé par les puissances concurrentes, empereurs, rois, princes et seigneurs. L'Église de Rome a disposé du premier système juridique complet en mesure de structurer et diffuser son pouvoir. La papauté et son immense réseau de juristes, ainsi que les premières universités, prirent en main, jusqu'au XVIe siècle, le destin intellectuel et politique du droit romain, et par là même de la civilisation européenne. Très vite contestée, la place d'interprète souverain du pape a été progressivement et violemment disputée, en particulier par les États modernes naissants et le protestantisme. Nous allons voir que les États sont la reprise de ce montage juridique papal. Les États s'inscrivent dans la continuité de l'empereur Justinien et du pape. À leur tour, les États revendiquent l'exercice du pouvoir souverain,
Ainsi, l'État monarque apparaît. L'État monarque hérite de l'architecture juridique pontificale. Dans l'organisation nouvelle de l'Église occidentale, s'est dessinée dans sa structure l'invention de l'État. L'entité séculière étatique est un produit de la pensée des théologiens reposant sur la dissociation institutionnelle du pouvoir spirituel d'un côté et des autorités temporelles de l'autre. Sont aussi en germe dans cette dissociation les conflits des laïcisations aussi bien que les totalitarismes. Une telle présentation rompt avec une description classique de la science politique moderne qui fait l'impasse bien préjudiciable sur ce moment décisif de l'organisation du pouvoir papal. L'approche habituelle ne considère que l'apport de la pensée grecque antique, et notamment de Platon et Aristote, puis sa résurgence à la Renaissance, au XVe siècle et XVIe siècle, et l'apparition des États séculiers. Or, c'est la séparation de la théologie et du droit, propre à l'Occident, qui a offert les conditions d'émergence d'un pouvoir politique distinct du pouvoir spirituel. Le pouvoir temporel ou séculier s'est structuré en des entités identifiées progressivement et réunies sous le terme unique d'État. La notion d'État est sortie de la tête des juristes médiévaux. Le droit n'est pas un accessoire, il est consubstantiel à l'entité politique. C'est pourquoi l'expression état de droit n'est pas heureuse, car tautologique pour le juriste. Ce n'est pas une notion juridique, mais une notion de philosophie politique d'origine allemande, datant du XIXe siècle. Ce qui est essentiel à l'État, sur le plan institutionnel, ce sont deux choses: la personnalité morale et le caractère immuable de cette personnalité. La personnalité morale confère à l'État son autonomie juridique. Qu'est-ce que la personnalité morale ? L'adjectif moral vient du mot latin mores, au sens originel de mœurs, de règles de conduite admises et pratiquées dans une société. Le concept de personne morale est le fruit d'interprétations initiées dans les débats juridiques des XIIe et XIIIe siècles. Est dotée de la personnalité morale toute entité qui peut agir sur la scène juridique de façon autonome, c'est-à-dire en son nom propre et pour son compte. L'État, doté de la personnalité morale, peut contracter avec toute autre personne morale, et notamment avec d'autres États, sous la forme du traité, la base du droit international. L'État dispose d'une seconde caractéristique qui lui assure son originalité parmi tous les autres acteurs de la vie sociale et qui conforte sa souveraineté. C'est le caractère immuable de sa personnalité morale. Le célèbre historien Ernst Kantorowicz a repéré qu'au Moyen Âge, c'est sur le temps des anges, le temps intermédiaire entre le temps fini de l'humain et l'éternité divine, que repose la notion juridique de continuité de l'État.
Le temps de l'État est bâti sur le caractère immuable de l'ange dans le temps. Cette conception d'un temps intermédiaire entre le temps humain et l'éternité a donné naissance à l'adage « Le roi ne meurt jamais ». C'est donc sur cette image de la personne morale immuable que s'est forgée aussi la très célèbre théorie des 2 corps du roi dans l'Angleterre des Tudors. Cette théorie des 2 corps du roi a été présentée par Kantorowicz. 2 corps coexistent en une même personne. Le corps politique, immatériel et immortel, appelé aussi la couronne, que l'on écrit avec un C majuscule, et le corps physique de caractère temporel, matériel, appelé à mourir, le roi, écrit avec un R minuscule. Cela explique que les mots roi, couronne, État, république, peuple doivent s'écrire avec une majuscule. Ils représentent quelque chose de permanent et d'éternel, au-delà des contingences du temps et de la corruption. En revanche, le mot État, dans l'état civil d'une personne, s'écrit avec une minuscule. Il y a une articulation entre les 2 notions et les 2 écritures, État et état civil. Parce que l'État est la seule personne immuable et souveraine, il est le seul garant possible de l'état civil des personnes physiques qui se succèdent de génération en génération. La forme étatique est donc le moule qui fait tenir debout la nation en Occident. Elle lui assure la pérennité institutionnelle. Je reprends à mon compte la formule de Pierre Legendre, longuement décrite et méditée dans son dernier ouvrage, Trésor historique de l'État en France, inventorier la cargaison du navire. Je cite, « Un État, quel qu'il soit, relève de l'expérience spirituelle d'une nation. » En guise de résumé, voici une image qui fait voir l'architecture invisible de l'État. Cette structure de pensée associant corps physique et corps politique. Voici la gravure qui date du XVIIe siècle. Elle représente le roi d'Angleterre, Charles Ier. La devise dans le cercle mentionne « Ex utroque Caesar », signifiant « César par l'un et l'autre », c'est-à-dire par la figuration de l'épée et du livre que tient dans chacune de ses mains le roi. Nous retrouvons la maxime « Armis et legibus » sur laquelle sont assises autorité et puissance royale. Nous voyons aussi le roi, personne physique, déguisé en empereur romain, tandis que l'État monarque, le corps politique, est figuré par la couronne surmontée de la croix chrétienne. Pour conclure, je m'interroge. Quel est l'avenir de la structure étatique reposant sur les couches romaines, pontificales, royales ou couches républicaines? Je suis tentée d'ajouter un adjectif au titre de ma conférence et de le transformer en « éloge funèbre de l'État ». Est-ce que l'institution État résistera
au coup de butoir de la mondialisation portée par l'idéologie de la promotion de la technoscience-économie, pour reprendre l'expression chère à Pierre Legendre. Après le millénaire de la modernité, au cours duquel s'est structuré le pouvoir pontifical, puis le pouvoir temporel porté par les États, n'est-on pas en passe de redécouvrir la couche inférieure, celle de la féodalité, ignorante notamment de la distinction entre les intérêts publics et les intérêts privés tirés du droit romain. Les mastodontes financiers, militaires et industriels ou technologiques transnationaux ne sont-ils pas les nouveaux féodaux? Ne sont-ils pas constitutifs de ce que certains appellent l'État profond, entrant en concurrence avec l'État, personne morale immuable et souveraine, et en passe de subvertir son organisation juridico-politique? Plusieurs signes de faiblesse juridique de l'État viennent au jour. La décomposition se traduit sur de nombreux plans, et notamment dans son incapacité de décider sans le recours à quelque forme de consensus. L'État aurait-il perdu la capacité de trancher? Sur le plan de la justice, on observe le retour à une justice privée par les grandes entreprises transcontinentales, et on observe aussi l'encouragement à des formes alternatives au jugement, telles que conciliation, médiation, arbitrage, pour régler les conflits. Les juridictions étatiques ou interétatiques, pour leur part, semblent peiner à résister au poids des lobbies de toutes sortes, faisant prévaloir les intérêts privés sur les intérêts publics. La figure impériale, accompagnée de sa maxime « armis et legibus », connaîtra-t-elle une nouvelle forme d'organisation du pouvoir? Après l'État, qu'adviendra-t-il? Quelle est la forme qui abritera la nation? Pour tous ceux qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances et poursuivre une réflexion sur l'État, voici un conseil de lecture. Les éditions Ars Dogmatica viennent d'éditer un magnifique coffret regroupant 4 ouvrages rédigés par Pierre Legendre sur l'État. Le coffret s'intitule « Trésor historique de l'État en France, inventorier la cargaison du navire ». Il est le fruit d'une réflexion ample et mûrie par son auteur sur plus de 50 ans. Vous trouverez dans un premier ouvrage le joyau de ses méditations, dans un écrit très dense de 50 pages, qui ne manque pas de faire état de l'actualité la plus brûlante. Il prévient, je cite, « À Paris comme ailleurs en cette Europe de l'Ouest devenue glacis des États-Unis, sous l'œil omniscient de l'OTAN, on pratique la politique comme s'il s'agissait d'un espace virtuel, jusqu'à se glisser hors de toute prudence vers les abords du Caucase. » Vous trouverez aussi un vaste panorama de l'État qui se découvre avec la réédition de son très célèbre manuel intitulé initialement « Histoire de l'administration de 1750 à nos jours », et vous trouverez la reprise d'un recueil de textes sur la vie de l'administration développé depuis l'Ancien Régime jusqu'aux années 1970. Plus original encore, le coffret offre l'accès aux films documentaires L'ENA, miroir d'une nation, et offre la lecture du texte qui a servi à l'écriture du scénario du film. Le coffret est en vente dans toute librairie ou directement sur le site
arsdogmatica.com.